Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. Et aujourd'hui, une émission spéciale enfants et numérique. Vous l'avez entendu récemment, notre ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, déplore une baisse du niveau scolaire et près d'un élève sur 3 ne sait pas forcément lire, écrire convenablement à son entrée en 6e. Et si le numérique en était en partie la cause, alors pourquoi les parents doivent redoubler de vigilance avant de mettre un téléphone mobile ou une tablette entre les mains de leurs petits? Dans quelle mesure le numérique conditionne et peut détruire le développement du cerveau dès le plus jeune âge? Et quelles sont les conséquences concrètes sur les comportements de nos ados? Et peut-on encore y remédier? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec notre invité. Le numérique pour tous spécial impact du numérique sur le cerveau de nos enfants, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, dans le numérique pour tous, nous allons tenter de comprendre l'impact du numérique sur le cerveau de nos enfants et de nos adolescents. En effet, le constat est terrible. Un grand nombre d'enfants aujourd'hui ne savent plus lire, ni compter, ni penser. Donc c'est véritablement inquiétant. Et en une trentaine d'années, un enchaînement de bonnes intentions mal maîtrisées et de calculs intéressés a totalement délité ce qui fut l'un des meilleurs systèmes éducatifs au monde, le système français. Et pour nous expliquer en partie pourquoi nous en sommes arrivés là, j'ai le plaisir de recevoir un chercheur, expert de tout ce qui se passe dans notre cerveau. En 2011, il avait déjà dénoncé les effets pervers de la télévision sur notre boîte crânienne. Et aujourd'hui, c'est de ceux du numérique dont il s'agit. Michel Demurger, bonjour. Vous êtes docteur en neurosciences et directeur de recherche de l'INSERM. Le cerveau et l'impact des nouvelles technologies constituent une grande partie de vos recherches. Et aujourd'hui, vous allez nous éclairer sur le sujet. Bonjour. Bonjour. Donc, avant de commencer, j'aimerais qu'on pose les bases, comme toujours dans le numérique pour tous. Et j'aimerais que vous nous expliquiez, pour ceux qui ont peut-être encore des réminiscences ou pas de leurs études scientifiques, la construction du cerveau, pour qu'on comprenne bien tout ce qui va suivre dans vos explications. Alors, quand l'enfant naît, il y a un certain nombre de choses qui sont en place. Il y a des circuits qui sont là. Je veux dire, il y a des neurones. Voilà, le cerveau est en grande partie constitué dans ses aspects au moins extérieurs. Cela étant dit, pour se développer, il a besoin de nourriture. C'est comme tout le reste. Et il a besoin d'un environnement. C'est-à-dire que le cerveau a besoin, pour se construire, d'être stimulé. Il a besoin que les fonctions qu'il va soutenir, c'est-à-dire le langage, l'activité motrice, il a besoin que ces choses-là soient stimulées. Par exemple, les réseaux du langage, ils sont, si j'ose dire, livrés avec le bébé. C'est-à-dire que c'est des choses qui ont été mises en place par l'évolution. C'est-à-dire que si on parle à un bébé, par exemple, les réseaux qui vont s'activer dans le cerveau, y compris si le bébé c'est un grand prématuré, c'est les mêmes que celles quasiment qui vont s'activer chez l'adulte. Donc le réseau, en gros, pour le langage au moins, il est là. Cela étant dit, il va falloir le nourrir, il va falloir le gaver, si j'ose dire, de mots, il va falloir lui apporter des stimulations pour qu'il arrive à se construire pleinement. Donc cette nourriture, c'est en fait l'information, le bruit, l'image, la couleur, c'est tous ces éléments. C'est la qualité de l'environnement. En gros, c'est ce que l'environnement va apporter à l'enfant. Alors on sait que voilà, l'évolution, elle a stabilisé un certain nombre de choses. Un environnement optimal, c'est un environnement où il y a beaucoup d'humains, où il y a beaucoup de paroles, où il y a beaucoup d'échanges émotionnels, il y a beaucoup de rapports sociaux, et tout ça, c'est ce qui va permettre au cerveau de se développer pleinement. Alors concrètement, un adulte qui va regarder la télévision avec son petit dans le salon en train de dormir, est-ce qu'il y a déjà un danger potentiel justement avec le bruit que l'enfant peut entendre ? Oui, alors c'est l'un des effets indirects. C'est intéressant comme question parce que ça montre que le numérique, il a des impacts qu'on maîtrise pas tout le temps et qui sont pas toujours intuitif, et celui-là est intéressant. Il y a une étude qui vient de sortir. Le bruit, les images, vraiment l'excès de stimulation sensorielle. On sait que pour la construction cérébrale, c'est pas très bon. On l'a appris dans les années 60. Il y a des enfants qui étaient dans des crèches, et ces enfants, ils avaient des problèmes d'attention, d'impulsivité. Et on s'est aperçu que c'était parce qu'il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de passages. Et quand on a limité ça, on s'est aperçu que ça se passait mieux pour les enfants. Ça a été confirmé récemment. Ils ont refait ces études sur l'animal. Ils ont par exemple pris des rongeurs, et c'est des rongeurs qu'ils ont élevés avec Bob l'éponge, en gros, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'ils leur passaient des bandes son de dessins animés à ces petites souris et à ces petits rats, et puis ils leur mettaient à côté une lumière qui correspondait au son, comme si c'était effectivement une sorte de télévision. Et on s'aperçoit que ces animaux-là, cet excès, cet afflux sensoriel, ça a des effets sur leur construction cérébrale, sur l'attention, sur les capacités
capacités d'apprentissage, de rétention. Et chez l'enfant, justement, pour montrer à quel point c'est sensible, c'est-à-dire que tous ceux qui ont eu des enfants me comprendront. Il y a un moment, le bébé, il dort, et là, quel bonheur quand il s'endort. Donc on le met dans son lit, et puis on se dit, ah chouette, je vais pouvoir allumer la télé. Et le gamin, il dort. Je veux dire, il est là comme un mollusque dans son lit, et on se dit, chouette. Et le simple fait, montre notamment quelques études, dont une étude récente, d'avoir la télé en arrière, d'avoir sans arrêt ce bruit, et puis c'est surtout ces surgissements sonores, c'est-à-dire que c'est stable, mais il y a beaucoup de changements. À un moment, le son est beaucoup plus fort, etc. Donc ces sons qui sont changeants, ça va perturber suffisamment le sommeil pour qu'à terme, chez l'enfant, ça ait des effets sur son développement, notamment attentionnel, son impulsivité. Mais c'est la même chose sur la télé d'arrière-plan. On le sait, c'est-à-dire quand le bébé est réveillé, si nous on regarde la télé avec le bébé qui joue à côté, le bébé il joue, il la regarde pas la télé, mais il est en train de faire son jeu. Et puis on sait qu'un bébé qui se développe bien, un enfant qui se développe bien, les jeux ils vont être de plus en plus longs avec le temps. Et puis il va passer de plus en plus de temps avec la girafe, par exemple. Il va jouer avec Sophie la girafe, puis il va combiner la girafe avec le cube. Et ce qui se passe quand il y a la télé, c'est qu'il y a une éructation sonore ou un flash lumineux, et le gamin il arrête son jeu. Et donc il regarde, mais ça dure 2 secondes, il regarde la télé, puis après il revient à son jeu. Mais il continue pas son jeu en le complexifiant, il en recommence à nouveau. C'est-à-dire que ça fait dérailler le jeu, ça fait dérailler la pensée. Bon, si on vous écoute, alors soit on baisse le son, soit on met le bébé un petit peu à l'isolement, mais on évite justement de l'abreuver de cette violence sonore. Il vaut mieux éviter de mettre les bébés à proximité et les jeunes enfants à proximité de ces bruits, de ces sons et de cette intempérance sensorielle, si je peux dire. Je crois qu'on a compris. Alors si on va maintenant chez les un peu plus grands, on se dit que la manne d'informations qu'il y a sur Internet aujourd'hui va rendre tous nos enfants beaucoup plus intelligents qu'ils ne l'étaient. C'est un constat que vous partagez, ou alors là-dessus aussi vous n'êtes pas totalement d'accord par rapport à votre approche scientifique? Non, c'est-à-dire que c'est une chose qu'on a beaucoup entendue avec l'idée, voilà, nos enfants ont changé, c'est des mutants, ils ont un nouveau cerveau, tout est sur Internet, il n'y a rien besoin de savoir, il suffit d'aller en 15 millisecondes, on a accès à toutes les informations de la Terre. Le problème, c'est qu'on ne peut pas comprendre les informations, et toutes les études montrent que plus les enfants et plus les ados vont passer de temps sur les réseaux sociaux, sur Internet, devant les séries, devant les films, ça a des effets négatifs sur le développement de leur langage, ça a des effets négatifs notamment sur la réussite scolaire, sur le sommeil, sur la concentration, sur tout un tas de trucs. Donc les données sont assez claires, plus les gamins passent de temps avec ça, et plus ils vont avoir des difficultés du développement, notamment du développement cognitif et de la réussite scolaire. Alors on en vient à ChatGPT, cet fameux outil à qui vous dictez votre souhait pour générer un langage spécifique, que ce soit un exposé, la rédaction d'un mail, etc. Vous lui posez une question, vous la contextualisez. Les ados s'en servent beaucoup, les adultes aussi. Est-ce que pour vous, ça a un impact justement sur l'entraînement et la stimulation, ou alors l'impact sera nul? J'ai envie de dire, ça dépend comment il l'utilise. Il faut comprendre que ce truc, il est encore très bête. C'est-à-dire, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre les informations qu'il trouve sur Internet, les informations qui ont servi à l'entraîner. Donc, si ces informations, elles ont des biais, il n'est pas capable d'évaluer la qualité des informations qu'il vous rend. Et donc voilà, lui, il prend juste voilà, il regarde les mots qui sortent souvent ensemble, et puis il les réaménage, et il vous envoie. Et on va désapprendre à écrire. Alors il y a deux choses. Il y a deux choses. La première, c'est on a besoin d'informations pour penser. C'est ce qu'on disait avant. C'est-à-dire que si j'ai aucune information et qu'on me dit par exemple, voilà, les intégrales de Leibniz, elles sont sur Internet. Les intégrales de Leibniz. Ouais, je répète pour ceux qui n'ont pas fait un bac C forcément. Mais si j'ai pas toutes les informations pour me permettre de digérer tout ça, mais il y a des choses beaucoup plus simples. Dans le journal l'autre jour, il y avait verglas : circulation des poids lourds interdite. Et nous, on comprend très facilement, mais imaginez le nombre d'informations implicites qu'il y a là-dedans et qu'un enfant doit maîtriser pour comprendre ce titre. Le verglas, ça glisse, les poids lourds, c'est plus lourd, donc c'est les plus corrélations, lourd. Donc, en fait, ce qui est important quand on lit ou quand on a une information, c'est pas tellement ce qu'on nous dit, souvent c'est ce qu'on nous dit pas. Et donc, ce qu'on nous dit pas, c'est au lecteur, dans la quasi-totalité des cas, de remplir les trous. Mais on ne remplit les trous qu'avec les connaissances qu'on a. Mais c'est pas tout. Les connaissances, justement, dans le cadre de ChatGPT, elles nous servent à penser. Pour penser, je veux dire, les gens vous disent souvent « Ah, mais moi, je pense par moi-même ». C'est bien, tu penses par toi-même, mais penser sans aucune connaissance et sans aucune base, c'est pas penser, c'est divaguer. À un moment donné, pour organiser sa pensée, pour penser, pour arriver à avoir des idées nouvelles ou autres, pour arriver à réfléchir sur un sujet, il nous faut des connaissances sur ce sujet. Et le problème de ChatGPT, c'est que si on l'utilise pour acquérir un certain nombre de connaissances, si on lui pose une question et qu'on regarde la réponse et qu'on réorganise
Un gamin qui a un devoir à faire, s'il utilise ChatGPT comme un moteur de recherche pour acquérir un certain nombre de connaissances, il y a évidemment pas de problème. Cela étant dit, la réalité, c'est qu'il l'utilise pas pour acquérir des connaissances et faire son devoir. Il l'utilise pour que le truc fasse son devoir à sa place. Donc il va pas structurer sa pensée. Non, si on l'utilise comme ça, plus le truc va devenir intelligent, plus nous on va devenir idiot. Et donc voilà, c'est l'un des risques de ce truc-là. Donc il y a sûrement un moyen de l'utiliser positivement, mais le risque et en tout cas l'usage commun qu'on en fait, c'est pour faire le travail à notre place. Et ça va faire en sorte qu'on va devenir de moins en moins malin au fur et à mesure que lui va devenir de plus en plus intelligent. Alors il y a ce qui s'appelle au niveau international les classements PISA, qui permet de déterminer et d'évaluer les compétences des jeunes. Et on voit que la France est quand même parmi les derniers, alors que la Chine est parmi les premiers. Est-ce que vous auriez une explication très concrète et scientifique à cette place dans les classements? Oui, ça s'explique. En fait, il y a 3 grands groupes au classement PISA. Il y a les pays asiatiques, alors pas que la Chine, il y a la Chine, Singapour, Hong Kong. Il y a, j'ai envie de dire, l'élite de l'OCDE, l'Estonie, Québec. Et puis dans le ventre mou, il y a la France, il y a l'Italie, etc. Il y a autant de différences entre la France et les meilleurs pays de l'OCDE qu'il y en a entre les meilleurs pays de l'OCDE et la Chine et les pays asiatiques qui sont clairement au-dessus. Alors pourquoi ? Parce que ces pays, ils ont commencé à prendre des mesures drastiques de contrôle du temps d'écran. Alors pas tellement des contenus, on dit oui, c'est pour contrôler la pensée. Je veux dire, Singapour, la Chine, ils ont pris des mesures extrêmement drastiques. Ils n'ont pas contrôlé les contenus. Les enfants regardent toujours la même chose et puis ils jouent toujours au même jeu, sauf qu'ils ont regardé la littérature. Ces gens ne sont pas des poètes. Ils ont accepté de fusiller une partie de leur industrie numérique, c'est-à-dire d'avoir un coût en matière de développement industriel, parce que ça a des impacts sur le développement des enfants, sur la réussite scolaire qui sont clairement établis. Et il y a une corrélation très forte entre effectivement ce qu'ils appellent la littératie, l'éducation, la capacité à penser, à raisonner, et puis le développement économique. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on met moins d'ordinateurs dans les mains des enfants dans les pays asiatiques pour leur laisser plus de temps pour faire du sport, pour lire, etc. On leur met moins d'ordinateurs et puis on limite donc le temps qu'ils passent sur les écrans. On les met pas la nuit. On leur interdit la nuit, par exemple, pour préserver le sommeil. Et en comparaison, effectivement, les enfants dans ces pays-là lisent beaucoup plus que nous. Mais c'est pas juste un problème de régime, il y a aussi une sorte de culture de l'effort. Il y a une sociologue qui a fait un livre il y a pas longtemps qui s'appelle Le goût de l'effort, Garcia, j'ai oublié son prénom, désolé, mais qui a fait un truc et qui montre que qui s'est intéressé à la réussite scolaire, y compris des enfants qui viennent de milieux défavorisés. Et on s'aperçoit, et c'est ce qu'on voit dans les familles chinoises, c'est-à-dire que les deux choses, c'est une limitation très importante du temps d'écran et un accent mis énormément sur la lecture. Et ce qui est intéressant sur les Chinois, c'est que les Chinois qui émigrent, les parents chinois qui vont habiter aux États-Unis ou en Angleterre ou même en France et qui ont des enfants dans ce pays-là, les enfants qui naissent par exemple aux États-Unis de parents chinois, ces enfants-là ont la même supériorité en termes de résultats académiques que les enfants du pays d'origine que la Chine. C'est vrai en première génération, ça diminue en deuxième génération, en troisième génération quand ils sont complètement immergés dans la culture du pays, ça disparaît. Donc il y a le gouvernement qui va aider justement sur cette régulation du temps d'écran, mais il y a surtout la famille qui met quand même beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à l'effort, à la réussite scolaire, à la lecture. Michel, je vous propose de faire une petite pause et on se retrouve juste après la pub où vous nous expliquerez notamment pourquoi un enfant qui lit au moins 20 minutes par jour risque d'être beaucoup plus intelligent que celui qui passe le même temps sur les réseaux sociaux. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et on se retrouve avec Michel Demurger. Michel, alors on a bien compris que les enfants biberonnés au numérique risquent d'être un peu moins intelligents que ceux qui lisent quelques minutes par jour un bon livre. Mais alors justement, expliquez-nous scientifiquement pourquoi lire 20 minutes par jour risque de faire de nos enfants des êtres un peu plus intelligents que de les laisser pendant 20 minutes devant des écrans. Il y a des effets quand on regarde, il y a plein d'activités qui sont positives pour le développement de l'enfant, le sport, l'art, la musique, voilà. Mais il y a une activité qui a des effets profonds, unanimes et extrêmement positifs sur le développement, c'est la lecture. Et la lecture, elle agit à tous les niveaux. Elle rend littéralement nos enfants plus intelligents. C'est-à-dire que sur des tests de QI, on s'appelle la lecture augmente l'intelligence de nos enfants. C'est pas une surprise, c'est parce qu'elle agit sur tous les piliers et de notre intelligence et de notre humanité. Voilà, la lecture, elle agit sur le
ce qu'on appelle la culture générale, sur nos connaissances, pas sur ce qu'il y a d'élitiste. C'est-à-dire que les enfants qui lisent beaucoup, ils savent mieux ce que c'est qu'un taux d'intérêt, qu'il y a de la vitamine C dans les agrumes, que ce que c'est qu'il y a un carburateur dans le moteur d'une voiture. Donc il y a des choses aussi anodines entre guillemets que ça. Ça a des effets importants sur le langage. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'oral et l'écrit, c'est deux langages qui sont très différents. Il y a beaucoup plus de richesse langagière à l'écrit. C'est-à-dire que là, je vois les expressions de votre visage, je vois la couleur du micro, je vois tout un tas de choses dont j'ai pas besoin de mots pour les décrire puisque je les vois. À l'écrit, j'ai pas ça. Donc il me faut des mots pour décrire tout ça. Donc il y a une richesse langagière et grammaticale à l'écrit qui est beaucoup plus importante que celle de l'oral. Et donc en lisant, les enfants vont pouvoir développer cette richesse du langage, vont pouvoir acquérir des mots, des compétences, des formules. La voix passive, par exemple, la souris a été boulottée par le chat, c'est des choses qu'on entend très souvent à l'écrit, mais très rarement à l'oral. On le voit peu sur Facebook, c'est vrai. Oui, et des temps comme le passé simple, je sais pas, Gretel poussa la sorcière, le passé simple, on l'entend très peu. Et donc, le fait de lire va construire le langage. Il faut se rendre compte un enfant qui lit 20 à 30 minutes par jour, ça dépend de l'âge, il a entendu plus de 2 millions et demi de mots dans l'année. Il a lu, il a rencontré, et parmi tous ces mots, il y a plein de mots qui sont dits rares parce qu'ils sont pas très courants à l'oral, mais qui sont en fait utiles. Des mots comme cocasse, jacassé, jubilé, saillant. Un champ sémantique un petit peu plus large. Oui, c'est-à-dire que des mots comme saillant, par exemple, il a les os saillants. Saillant, vous l'entendez une fois tous les 5 à 6 millions de mots à l'oral, et vous l'entendez très souvent dans un bouquin standard. Voilà, dans la taille d'un bouquin standard, vous pouvez espérer le rencontrer. Donc il y a ce développement langagier. Le langage, c'est quand même la base et le fondement, un fondement essentiel de l'intelligence humaine. Donc ça passe par le langage. Les connaissances, on l'a dit, ça a des effets sur l'imagination, la créativité. Alors justement, j'allais vous poser la question parce que chez ces ados qui regardent beaucoup de séries et qui regardent également beaucoup de réseaux sociaux, est-ce qu'il y a une corrélation parfois avec le manque d'empathie, une forme de narcissisme que l'on trouve chez certaines générations, fondée sur le fait de moins lire, on va dire? Alors on s'aperçoit qu'il y a des études de long terme qui sont faites et qui montrent effectivement depuis les années 80 qu'il y a une diminution des compétences d'empathie chez les nouvelles générations et chez les ados, et qu'il y a une augmentation parallèle du narcissisme, donc des fonctions des échelles de narcissisme. C'est pas surprenant parce que, alors il n'y a pas que la lecture évidemment qui explique ça, mais la lecture explique ça aussi parce que on se rend pas compte, mais la fiction, c'est ce qu'on appelle vraiment un simulateur social. C'est-à-dire que quand vous ressentez une émotion dans la vie, quand vous êtes énervé, voilà, il y a un certain nombre de zones du cerveau qui vont s'activer, et des fois c'est des sujets qui m'énervent, ça se voit peut-être pas mais ça m'énerve, et donc vous avez un certain nombre de zones du cerveau qui vont s'activer, et quand vous lisez un texte, le même texte qui va vous aider, c'est les mêmes zones du cerveau, c'est-à-dire que ce que vous allez éprouver dans la vraie vie et ce que vous allez éprouver de façon indirecte à travers la littérature, et la littérature vous permet, c'est Eco qui disait, lui il a pas lu, il va mourir à 80 ans, il aura vécu une vie, et moi je vais mourir à 80 ans et j'aurais vécu 1000 vies. Et en fait, par exemple, si je vais chercher trahison dans le dictionnaire, je vais comprendre le terme trahison. Maintenant, si je lis Madame Bovary, je vais rentrer littéralement dans la tête d'Emma Bovary, je vais comprendre les complexités, je vais comprendre ce qu'elle pense, je vais éprouver ce qu'elle éprouve. Et c'est pareil pour son mari. Si je le regarde à la télé, on se dit oh les Charles, quand même, ce couteau, il y a un truc qui va pas. Mais dans le livre, c'est pas pareil. Vous rentrez dans sa tête, vous comprenez ses peurs, vous comprenez. Et en fait, vous allez éprouver ce que les personnages éprouvent. Et vous allez éprouver la trahison tant du point de vue de celui qui est trahi que du point de vue de celui qui trahit. Donc, et ça, on l'a pas en regardant une Netflix, en regardant un personnage Alors les études montrent que c'est pas pareil. On éprouve sûrement une certaine forme d'empathie, mais c'est beaucoup plus difficile. La richesse, les études montrent que quand on transfère un livre, par exemple, en film, il y a beaucoup moins de complexité langagière. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça avec les Hauts de Hurlevent, qui est un classique. Ils ont pris, dans le livre, le niveau de langage, c'est terminal, et dans le film, on est au niveau CE2. Et puis la complexité, alors ça veut pas dire qu'il faut pas regarder le film et qu'il apporte pas d'autres choses, mais ça veut dire qu'en termes de développement langagier, c'est uniquement et c'est principalement concentré dans les livres. Et la complexité des personnages est moindre. C'est beaucoup plus facile de rentrer dans la tête d'un personnage dans un livre. Le mec, il vous prend la main et il vous explique ce que pense le personnage. Vous lisez ce que pense le personnage, ce qu'il ressent. Dans un film, c'est beaucoup plus difficile et c'est beaucoup moins simple de rentrer dans la tête. On voit les personnages agir. Des fois, vous avez une voix off, mais c'est quand même plus difficile à faire. Et donc, c'est pas du tout la même capacité à éprouver ce qu'éprouvent les personnages. Et en termes de
contenu. Alors, on voit quand même dans toutes ces séries qu'il y a beaucoup d'alcool, de cigarettes, de violence. Est-ce que vous avez le sentiment que ça conditionne, ou alors c'est une idée reçue et l'éducation ne sera pas modifiée en fait par l'impact de ces images? Est-ce qu'il y a plus de violence aujourd'hui? Non, c'est pas un sentiment, c'est une évidence. Ça fait 50 ans qu'on le sait. Vous avez pris l'alcool et le tabagisme. L'un des facteurs prédictifs. Alors, quand un ado se met à fumer. En général, l'écrasante majorité des fumeurs se met à fumer avant 18, 20 ans. Donc, c'est vraiment à l'adolescence que ça se joue. Et donc, l'un des facteurs essentiels pour savoir si un ado va se mettre à fumer, évidemment, si ses parents fument, c'est un facteur de risque. Si ses copains fument, c'est un facteur de risque. Mais le facteur le plus important, en dehors du prix du tabac, c'est le nombre d'heures qu'il va passer à regarder des séries. On a l'impression qu'il n'y a plus de tabagisme dans les séries, mais il n'y en a jamais eu autant une étude de contenu. Dans les séries Netflix et Prime Video, par exemple, il n'y a jamais eu autant de contenu tabagique. Tous les personnages fument. Voilà. Et il va y avoir un impact parce que il faut comprendre comment est la mémoire. La mémoire, c'est une toile d'araignée, elle associe les choses. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnages qui fument, et souvent, et le plus souvent dans l'écrasante majorité des cas, c'est des gens qui sont beaux, qui sont dans des situations sociales qui sont positives, c'est des gens qui ont de l'argent, etc. Et le cerveau, il va associer à notre insu les vertus de ces gens-là, parce que le cerveau, en fait, la mémoire, c'est une intelligence d'association, elle associe les choses entre elles. Et donc, le cerveau, il va associer le tabagisme et ses comportements tabagiques à la qualité des personnages qu'il voit. Et on le voit, par exemple, il y a une procédure simple, c'est-à-dire que si je vous dis docteur et qu'après je vous fais lire le mot infirmière ou table, vous allez lire beaucoup plus vite le mot infirmière parce qu'il est lié au mot docteur. Et les ados qui sont très imprégnés comme ça d'images tabagiques, à la télévision, si vous leur mettez des mots comme sexy, rebelle, intelligent, etc., ils vont les reconnaître beaucoup plus vite que les mots négatifs. Donc il y a vraiment une imprégnation dans la mémoire et c'est un facteur. Alors ça marche pour le tabagisme, ça marche pour l'alcool, etc. Et donc il y a vraiment un impact essentiel des contenus, de ce que va voir l'enfant sur la façon dont il va percevoir les mondes via la structuration de sa mémoire, et c'est très difficile de s'en Alors défendre. Michel, à tous les parents d'adolescents qui nous écoutent, j'aimerais vous demander, est-ce qu'on peut encore changer le cours des choses? Oui, évidemment. D'abord, je crois qu'il faut... voilà, il y a un truc qui marche pas, c'est Staline. C'est-à-dire que si vous dites à l'ado, maintenant tu coupes et c'est fini et point, les études montrent que ça marche pas. Il faut des règles, mais il faut que ces règles, elles soient discutées. Si on explique à l'ado, alors s'il n'y a pas de formule magique, mais les études montrent, il y a par exemple une grosse étude, c'était un groupe de gamins qui regardaient d'ados qui regardaient plus de 3 heures par jour, et si vous leur dites, maintenant ça suffit, on coupe, on met des règles, pas de telle heure à telle heure, ou telle, voilà, ça marche pas très bien. Si maintenant on met les mêmes règles, mais qu'on leur dit voilà pourquoi, parce que ça crée des problèmes sur le sommeil, sur la réussite scolaire et autres, les effets sont pas miraculeux, mais on descend quand même à un peu plus d'1 heure depuis 3 heures. Et puis les ados sont beaucoup plus réceptifs à ça. Et si je peux me permettre juste une petite anecdote, parce que j'ai plein d'étudiants, et il y en a ils sont bien, quoi. Si on me disait tiens, ta fille, si elle devient comme ces étudiants-là, mais j'applaudis dès demain et je dis parfait. Et tous ils viennent se moquer de moi. C'est des gamins qui sont brillants, qui ont bossé, ils viennent se foutre de moi, évidemment, pardon pour l'expression, mais sur les écrans. Et ils me disent tous, à l'adolescence, ça a quand même été un peu chaud avec mes parents parfois. Et leur conclusion unanime, c'est toujours: mais qu'est-ce que je suis reconnaissant qu'ils aient tenu et qu'ils aient pas lâché. Donc à un moment donné, il faut accepter un peu de friction à court terme pour pouvoir préserver un certain nombre de choses à long terme. Et nos ados nous sont souvent reconnaissants d'avoir pas trop lâché la corde. Michel, en une poignée de secondes pour conclure, qui doit être responsable justement de ces règles? Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que ce sont les fabricants de matériel informatique ou les plateformes? À qui revient le dernier mot? Je crois que si on ce que montrent les réseaux sociaux notamment et un certain nombre de dérives, je crois que si on fait confiance aux pourvoyeurs, aux réseaux sociaux et aux pourvoyeurs numériques, on va pas aller bien loin. Je sais pas ce qu'est responsable, mais en tout cas, ce qu'il faut déjà, c'est que les parents soient informés. Ça, c'est notre responsabilité à tous. Il faut donner l'information aux parents, et puis il faut que les parents en discutent avec leurs ados. Et puis il faut arrêter de se dire faut vivre avec son temps et l'ado va devenir un paria social où il aura une vie misérable s'il est pas toute la journée sur TikTok. Faut se rendre compte des heures, quoi. Les ados sur ces écrans-là, c'est 7 heures par jour en moyenne. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que voilà, c'est quasiment un tiers de leur vie éveillée. Donc on diminue un petit peu, ouais, on prend un livre et on dialogue en famille, c'est ça? Ah oui, puis surtout, voilà, on en discute avec eux. Il est impératif de diminuer le temps que les gamins passent sur les écrans. Mais pour eux, pour leur bien-être, pour leur construction, pour leur structuration, ça veut pas dire qu'il faut passer à zéro, voilà. Mais ça veut dire que vu les quantités absorbées, c'est extravagant, 7 heures par jour. En toute chose, mesure est bonne. Michel Demurger, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes docteur en neurosciences et directeur de recherche à l'INSERM. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve comme chaque semaine sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez.
Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.